Nous sommes avec Catherine Marcadier-Saflix. Bonjour Catherine. Est-ce que tu Bonjour. peux te présenter qui tu es et qui est en mode création, s'il te plaît? Alors, moi, j'ai créé il y a plus que quelques mois maintenant, parce que ça fait 1 an et demi en mode création. Donc, je suis sa fondatrice. J'ai un parcours d'économiste qui a travaillé à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, au niveau national et au niveau notamment européen. Donc, voilà, il y a quelques années, j'avais en tête de créer ma propre structure et c'est ce que j'ai fait en octobre 2018. Donc, cette structure s'appelle En mode création. Je fais en fait de l'accompagnement stratégique aux professionnels de la mode et de la beauté. L'idée, c'est d'accompagner à la fois les marques, les écoles de mode ou les fédérations professionnelles pour les aider à renforcer leur stratégie RSE, responsabilité sociale et sociétale des entreprises, afin que justement ces marques renforcent leur impact social et sociétal, puisque moi je suis plutôt spécialisée sur les sujets et les enjeux sociétaux. Donc en fait, j'axe mon accompagnement sur cette partie-là et sur cette dimension-là. Et dans le cadre de ces sujets et de cette dimension RSE, évidemment, sont inclus les questions liées à la diversité et notamment à la diversité à l'âge, puisque j'ai évidemment déjà auparavant travaillé beaucoup sur ces questions de la transition démographique, de la silver economy. Et donc, il me semblait important de faire la passerelle entre mon précédent parcours et ma boîte actuelle en mode création pour justement favoriser le développement d'une offre de produits et de services dans le secteur de la mode et de la beauté destinée aux générations seniors. D'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, tu avais été directrice de France Silver Eco. Directrice générale de France Silver Eco, oui, de 2015 à fin 2017. D'accord. Quand on parle des seniors, est-ce que, et de l'image des seniors, tu peux nous en dire quoi par rapport de l'image que la société a sur les seniors ou que les seniors ont d'eux-mêmes par rapport au fait qu'ils soient seniors, par exemple? Oui. Alors, ce que je vois, c'est que en fait, il y a une difficulté avec le terme de senior parce que c'est un terme qui véhicule finalement beaucoup de stéréotypes. Et donc, les gens ont du mal à se reconnaître dans ce terme de senior et la société a parfois du mal aussi à l'utiliser parce que qu'est-ce qu'un senior aujourd'hui? Finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de définitions. Ça dépend si on a une approche en termes au niveau professionnel. Donc, dans l'entreprise, ça peut être à partir de 45 ans. Au moment de la retraite, donc ça peut être 60-65 ans. Et ensuite, ça dépend si on a une approche aussi plutôt médicale. Et donc là, on est au-delà des 75. Donc, comment s'y retrouver au niveau de ces différentes catégories de seniors, de ces différentes dimensions de seniors. Alors, moi aujourd'hui, quand j'ai créé justement ma structure, c'est aussi parce que justement, je me suis rendu compte que ce terme, on associait souvent vieillissement, dépendance, perte d'autonomie et qu'on avait une vision souvent assez médicalisée de ce sujet-là. Et en prenant finalement le contre-pied, en adressant à un secteur qui avait pour justement réputation d'être empreint de jeunisme, je me suis dit quel est le secteur le plus finalement qui serait le plus porteur pour vaincre ces stéréotypes. Pourquoi pas m'adresser au secteur de la mode et de la beauté, puisque en fait, si ce secteur-là s'engage dans le développement d'une offre de produits et de services destinée justement à ces générations seniors, on aura fait finalement un grand pas et ça permettra de développer des choses de manière un peu plus créative, design, avec une offre innovante aussi sur la notion de beauté, ce que j'appelle moi le beau vieillir. Donc, c'est un secteur qui s'intéresse à ces sujets-là ou qui commence à s'intéresser ou qui s'est déjà intéressé en dehors des spécialistes? Oui, alors en fait, il y a quelques années, c'est vrai que justement, même au moment où moi j'ai annoncé la création dans Mode Création, au départ, dans le secteur de la mode, l'accueil était un peu mitigé, on va dire. J'ai été à la fois très bien accueillie, justement au niveau
des écoles de mode et notamment de l'Institut français de la mode qui m'a demandé d'intervenir parce qu'ils sentaient justement en anticipation que c'était un sujet qui allait se développer. D'autres professionnels de la mode, eux, sont plus frileux, on va dire, sur le terme de senior. Mais en revanche, quand on aborde le sujet justement sous l'angle de la diversité, comme ils ont déjà travaillé les sujets de diversité liés au genre, liés à la couleur de peau, qui est d'actualité en ce moment, on a aussi la notion de diversité liée à l'âge. Et donc, là, ça s'intègre dans ces démarches-là de diversité. Et c'est justement aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai, je dirais, élargi mon offre aux dimensions RSE parce que je vois bien que ça permet d'avancer sur cette question. Et je trouve en plus que ces derniers mois, il y a eu une avancée assez forte et justement, finalement, le confinement a fait aussi émerger des initiatives nouvelles puisque, je citerai juste deux marques. Il y avait par exemple Givenchy qui a déjà fait intervenir, qui a fait une campagne de communication avec Charlotte Rampling Oui. en lien avec Marc Jacobs, qu'ils a fait, enfin c'était Charlotte Rampling qui faisait un cours d'art dramatique à Marc Jacobs et c'était quelque chose d'assez intéressant parce que ça travaillait aussi bien sur la notion d'identité en lien avec les questions d'âge, mais aussi finalement en lien avec les identités de genre, etc., qui sont assez discutées en ce moment dans la mode. Et il y a une autre initiative qui m'a semblé vraiment intéressante, étant donné que pendant le confinement, on ne pouvait pas faire appel à des mannequins professionnels. Jacques Mus, lui, qui est déjà souvent en avance sur les sujets de société, qui est un jeune designer qui déjà depuis longtemps ne fait pas de Fashion Week à Paris, mais préfère la faire dans le sud de la France, qui a une vision assez ouverte sur les sujets de société, a décidé de porter sa collection printemps-été 2020 par sa grand-mère, Liline. Et donc, ce shooting photo a fait un tabac sur les réseaux sociaux, puisque en fait, le fait que sa grand-mère se prête au jeu, ça a vraiment été extrêmement apprécié. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans cette démarche-là en particulier, c'est que souvent, ce qu'on voit quand les marques de mode font appel à des mannequins plus âgés, ce sont des mannequins soit très connus, qui ont eu déjà une carrière, soit des actrices, soit effectivement des égéries dans leur domaine, en général plutôt artistique. Et ces marques vont faire appel à ces égéries pour effectivement développer leur image de marque auprès de ces générations. Mais ces générations ne vont pas forcément se reconnaître dans ces égéries qui ont de toute façon un profil un peu particulier. Donc là, Jacques Mus, pour moi, fait un pas vraiment en avant parce qu'en faisant appel à sa grand-mère, qui n'était connue de personne, bon, elle participait déjà à tous les défilés, elle était à ce moment-là dans le public, mais et elle l'accompagne dans sa démarche aussi créative parce que je pense que c'est une source d'inspiration pour lui. En tout cas, il l'a souvent évoqué. Donc, là, c'est un pas encore en avant parce qu'on va faire appel à finalement quelqu'un auquel vous pouvez vous identifier. Et qui n'est pas une star connue et reconnue dans le monde entier. D'accord, avec une star, on va peut-être plutôt s'identifier à ses valeurs, à l'imaginaire, à ce qu'elle représente, alors ouais, s'identifier vraiment à une personne physique et j'allais dire même à un corps, enfin à une plastique physique. Voilà, tout à fait. Une personne âgée. Et puis en se disant que finalement, c'est quelqu'un comme tout le monde qui, ça peut être moi, ça peut être ma voisine, ça peut être ma mère, ça peut être, voilà, ça peut être n'importe qui de mon entourage qui finalement peut devenir à un moment donné, peut porter de la mode et de la mode qui est considérée comme étant extrêmement tendance. Parce que là, on ne parle pas de marques seniors qui sont installées depuis un certain temps, mais qui du coup s'adressent à une clientèle parfois plus âgés ou qui, selon moi, ont parfois une vision un peu stigmatisante, je dirais, de la créativité pour les seniors. Ces opérations avec sa grand-mère, ça joue, enfin, ça fait du buzz auprès de, on va dire, j'allais dire, la communauté de la mode, en fait, l'environnement de la mode, ceux qui sont intéressés par la mode. Ou est-ce que tu crois que ça va aller au-delà, que ça va au-delà, que ça fait du buzz, ça touche les seniors eux-mêmes? Alors, je pense que ça touche, en fait, ça touche tout le monde. Et justement, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça touche toutes les générations. Parce qu'en fait, quand la première fois qu'il a mis une vidéo de sa grand-mère et les premières images de sa grand-mère, il a eu plus de 200 000 vues.
Ouais. Et même moi qui ne suis pas spécialement active sur Instagram, c'est simplement le fait de mettre la photo de cette grand-mère. Et moi, sur mon compte Instagram, j'ai beaucoup de blogueuses seniors qui me suivent, de blogueuses de plus de 50 ans, parce que ça, c'est aussi un mouvement qui est en plein développement. Ben, j'ai eu énormément de retours très positifs sur cette campagne. Donc, alors que moi, je ne suis pas forcément aussi évidemment connue que Jacques Mus, et je vais permettre de toucher des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes de la mode, mais qui sont justement dans ces générations seniors qui veulent être reconnus par rapport à, non pas seulement par rapport à leur âge, mais aussi par rapport à leur mode de vie, ce qu'elles aiment faire, leurs activités de voyage, etc. et leur quotidien. Et donc, qui veulent être reconnus justement aussi par la communauté de la mode. Bon. Est-ce à dire que les seniors n'arrivent pas à trouver ce qui leur convient dans la mode à l'heure actuelle? Il faille en faire plus quelque chose? Moi, j'ai fait l'année dernière justement une étude là-dessus. Donc, c'est une étude en général que je réserve à mes clients, mais globalement, elle permet de confirmer en fait finalement l'analyse que j'avais. J'ai trouvé à un moment donné que c'était important que quand même que l'analyse que j'avais de ce secteur, je puisse la confronter aux gens eux-mêmes directement concernés pour qu'ils me donnent eux-mêmes leur avis sur ces sujets-là. Donc, en fait, ce qui est ressorti de cette question-là, et en fait, il y a effectivement dans l'ensemble des répondants, plus 75% avaient entre 45 et 65 ans. Puisque souvent, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à m'adresser à ce qu'on appelle les jeunes seniors. Et en fait, c'est essentiellement eux qui ont répondu parce que c'est vrai que je sens une évolution aussi de ces générations et une appétence de ces générations pour ces sujets-là et pour qu'on parle d'eux d'une autre manière et d'une manière plus positive et plus créative. Donc, est-ce qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui? On ne peut pas dire qu'ils ne trouvent pas. 25% sont assez satisfaits de ce qu'ils trouvent aujourd'hui dans l'offre mode. En revanche, il y en a quand même 50% qui trouvent que c'est soit compliqué, soit ils sont moyennement satisfaits en fait. Donc, en fait, ça leur demande à chaque fois, finalement, un effort particulier pour trouver vraiment ce qui leur plaît, ce qui leur convient. Pour trouver… Alors, il y a différents facteurs. Hein. Il y a des facteurs qui sont liés à la qualité des matières. Il y a des facteurs qui sont liés aux coupes. Il y a des facteurs qui sont liés à la question de la morphologie. Et il y a des facteurs qui sont liés au prix. Donc, en fait, il y a différents facteurs d'achat. Mais ce qu'on ressent en fait dans les interviews aussi que j'ai menées, c'est que plus on avance en âge, moins on arrive à avoir l'effet de coup de cœur. Et en fait, c'est ce qu'aimeraient retrouver ces générations-là, de retrouver aussi l'effet de coup de cœur qu'elles avaient quand elles avaient 20, 30 ans et qu'elles achetaient de la mode. Parce que finalement, les gens qui ont toujours été passionnés par ça, ils continuent à l'être. Donc, je trouve ça un peu dommage après de devoir devenir raisonnable. Après, ceux qui y sont jamais, il y a aussi des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ce sujet-là. Et donc là, ils cherchent juste un moyen de s'habiller en fonction effectivement de leur environnement, de leur mode de vie, et ils ne cherchent pas du tout à être dans la tendance. Mais quand vous vous adressez quand même à des gens qui sont, parce que souvent, jusqu'à 65 ans, les personnes ont quand même une activité, que ce soit professionnelle ou autre. Et donc là, ils ont quand même envie d'être dans l'air du temps pour justement travailler cette inclusion, je dirais, et s'intégrer parfaitement à la société et être en phase avec les autres générations. D'accord. On va dire sur 100 personnes, 100 seniors ou jeunes seniors, que je comprenne, il y en a combien qui sont intéressés par la mode, en fait, vraiment vraiment ce que tu appelles la mode? C'est la moitié, c'est un tiers, c'est un quart, c'est quoi? Moi, je pense que c'est quand même… après, évidemment, ceux qui ont répondu à mes questionnaires, automatiquement, ils sont intéressés par la mode. Donc, moi, ma vision, elle est peut-être un peu biaisée par rapport à ça. Après, je vois aussi que ceux qui ont répondu étaient essentiellement se situaient essentiellement dans des grandes villes, c'est-à-dire plus de 50 000 habitants. D'accord, d'accord. Donc Alors, ça, c'est aussi un sujet. Bon, il peut y avoir aussi
la question des grandes villes, c'est que l'offre aussi est plus large et un peu plus riche dans les grandes villes que dans les plus petites villes. Après, ce que j'ai trouvé intéressant de regarder, c'était quelles étaient les valeurs de ces générations dans le processus d'achat. Et donc, en fait, moi, dans ma démarche, ce que je prône, c'est d'avoir l'offre la plus intergénérationnelle possible, c'est-à-dire avoir une sorte d'offre qui soit universelle, mais avec des produits et des services qui se déclinent pour les différentes générations. Mais je ne suis pas pour favoriser une marque dédiée aux seniors, parce que je pense que c'est pas forcément ce que en tout cas, les jeunes seniors cherchent aujourd'hui. Donc ça peut être une marque intergénérationnelle avec des produits intergénérationnels, mais par contre, Voilà. si la morphologie change. Donc, par contre, il y aura des couples complètement. qui sont plus… Alors, en fait, souvent, je fais la comparaison aussi avec un produit tech qui est l'Apple Watch. Vous avez une Apple Watch qui a une offre, une montre innovante, etc., qui finalement peut être portée par tous, des plus jeunes aux plus âgés. Mais les applications et les services qui vont être déclinés dans cette Apple Watch vont être finalement, c'est à chacun de savoir ce dont il va avoir besoin et quels sont les services dont il va avoir besoin. Donc, en fait, c'est l'idée de cette déclinaison de services aux différentes générations en fonction de leurs envies. Parce qu'il n'y a pas que le critère d'âge. Moi, je travaille beaucoup sur la notion de mode de vie donc, et des valeurs. Donc, c'est ce que je disais, la question des valeurs. Si je prends deux exemples, le fait de travailler sur des valeurs communes, là, on l'a vu avec la crise du Covid-19, la dimension, tout ce qui est environnemental, tout ce qui est Made in France, tout ce qui est proximité, a été extrêmement valorisé durant la crise. Et en fait, ça a été même encore accentué. Et finalement, les seniors, ça fait un moment qui sont sur ces valeurs-là, de se dire, moi, je préfère acheter du Made in France ou du Made in Europe. Je préfère travailler sur promouvoir des créateurs qui sont dans ma région ou au niveau local parce qu'il y a une dimension de proximité, parce que je peux les rencontrer. Donc, en fait, ils ont déjà ces valeurs, si vous voulez, de dimension sociale, sociétale et environnementale. Ça, c'est déjà dans leur ADN. Donc, finalement, c'est un point de recoupement avec les plus jeunes. Et après, en revanche, là où ça peut se décliner différemment, c'est sur les services qui vont être proposés par les marques. D'accord. Justement, pourquoi les marques, pour l'instant, elles s'intéressent, elles ont identifié cette cible comme une cible ou Alors, le sujet, c'est qu'il y a soit des marques qui les ont identifiées comme cible et s'adressent même directement à eux, mais là, avec voilà, plus ou moins de succès, on va dire. Parce que, étant donné que ces générations évoluent, ça suppose que les marques qui leur sont dédiées évoluent aussi avec ces générations et prennent en compte justement ces évolutions et du coup les connaissent très bien pour les comprendre de manière assez fine. Et il y a des marques qui vont effectivement s'adresser aux seniors, mais sans le dire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver, et souvent j'ai vu que ce sont des marques qui finalement, je vois par exemple des marques espagnoles qui ont fait, on voit bien, moi j'ai vécu en Italie, en Grèce, on voit bien en Espagne, en Italie, en Grèce, dans ces pays méditerranéens, que l'inclusion des seniors est différente. Les générations se mélangent assez facilement, etc. Et finalement, ça se traduit dans l'offre mode. Puisque, en fait, j'en avais fait un post sur LinkedIn. La marque Adolfo Dominguez a fait une campagne en mettant en scène des seniors et va au-delà, puisqu'en fait, son message, ce n'était pas uniquement un message lié à la diversité liée à l'âge, c'était aussi un message lié à le fait d'utiliser des vêtements qui avaient été créés il y a 10 ou 15 ans et qui aujourd'hui pouvaient encore être dans la tendance. D'accord. Donc, il y avait les deux aspects. Il y avait sur leur propre collection et leur propre offre mode, mais aussi finalement en s'adressant à cette clientèle variée et régulièrement dans leur défilé de mode et dans leur campagne de communication,
ils mettent en scène des gens de différentes générations. Et d'ailleurs, quand vous cliquez sur leur site en ligne, vous voyez le vêtement à la fois porté par un jeune et une personne plus âgée. D'accord. D'accord. Donc, et je trouve que, alors, donc soit il y a des marques de ces pays-là qui sont assez, je trouve, en pointe sur ce sujet, et des jeunes marques aussi, ce qu'on appelle les DNVB, celles qui sont uniquement diffusées en ligne, et qui vont avoir une approche effectivement plus ouverte sur ce sujet-là, mais aussi parce qu'elles ont une approche plus ouverte sur la question du corps, et elles vont estimer que c'est finalement aux vêtements de s'adapter au corps et non pas l'inverse. Donc, elles remettent un peu en question le sujet des tailles universelles, etc. et le fait d'être contraint par des tailles qui doivent s'adapter à tout le monde. Et voilà, il y a plusieurs jeunes marques qui travaillent aussi en ce sens pour justement répondre à des attentes de différentes personnes, parce que sur la question notamment de la morpho, ça touche aussi bien des jeunes que des plus âgés. Hein. Mais non. Si je viens vers toi avec un projet que voilà, je te dis, Catherine, moi, ce que je veux, c'est faire une marque de mode pour les seniors. Et puis, je veux que tu m'accompagnes. Tu me diras quoi? Tu vas me dire, vas-y, Frédéric, fonce là-dedans, t'as raison. Ou tu vas me dire, ouais, non, peut-être que ça va peut-être un peu plus intergénérationnel, ou je sais pas, Ouais. les deux Ouais, générations. moi je pense que en tout cas, bon, déjà, je pense qu'il suffit pas juste de dire je vais m'adresser à telle ou telle personne. Il faut aussi regarder ce qu'on a envie. Il faut aller un peu au-delà. C'est-à-dire que moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que ma proposition, elle n'est pas uniquement sur le marketing et la com. Je pense qu'il faut regarder quand on travaille sur une marque et qu'on veut s'adresser à ces générations, il faut travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, moi, ce que je vais regarder, c'est déjà pourquoi tout d'un coup tu veux t'adresser aux seniors. Est-ce qu'il y a quelle est la raison profonde derrière ça, etc. C'est de voir quelle est ta stratégie sur ce sujet-là et de voir comment effectivement on peut plutôt travailler sur les valeurs communes à l'ensemble des générations et comment on va pouvoir développer une offre qui soit mode créative, non stigmatisante et justement qui génère du lien finalement intergénérationnel, parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant aussi quand on en sera au-delà du développement de la marque, quand on en sera au développement des boutiques ou du site online, de voir comment là aussi toutes les générations peuvent se retrouver dans cette proposition. Parce qu'on l'a vu, notamment dans les magasins et dans les boutiques, souvent, il faut que ces boutiques soient complémentaires déjà du message qui est diffusé online. Il ne s'agit pas de faire des choses différentes parce que les gens ont envie de retrouver dans la boutique ce qu'ils ont retrouvé en ligne. Et pour les seniors, ils ont envie aussi que ben voilà, il y ait de l'espace dans la boutique, que les cabines, les gens puissent essayer, avoir des mouvements fluides, que l'offre soit mélangée à d'autres offres et que finalement, ça génère encore, là aussi, de l'interaction avec les vendeurs. Mais il faut que ce soit quand même relativement, enfin, moi, de mon point de vue, il faut que ce soit quand même relativement Ouvert sur les autres utile générations. et ouvert, voilà. Et pas le gros label ouvert aux seniors, parce que je pense que sur certaines générations, ça peut aussi les faire fuir. D'accord. Le Covid, la crise qu'on a connue, Ouais. ça change quoi? Ça a changé quoi pour les acteurs de la mode? Et puis, qu'est-ce que tu crois que ça va changer dans les prochains mois? Ouais. Alors déjà là-dessus, j'ai deux. Moi, ce qui m'est apparu dans la crise du Covid, j'avoue que sur le discours général ambiant sur la question des seniors, ça m'a un peu fait peur parce que je me suis dit, oh là là, on est reparti en arrière. Ça va être très compliqué pour réinverser le braquet. En fait, qu'au début de la, qu'au début de la crise, on est considéré que effectivement, on est constaté qu'il y avait des personnes finalement plus âgées qui étaient davantage touchées, que c'était aussi en lien avec des fragilités, etc. Et qu'on ait évidemment à la fois voulu protéger ces personnes, mais aussi voulu protéger le reste de la population et voulu
prémunir, je dirais, les services de réanimation, ça, il me semble que c'est évidemment une évidence et c'est ce qu'il fallait faire. En revanche, après, dans le discours ambiant, j'ai trouvé qu'on revenait à nouveau. Voilà, alors en gros, dès que vous avancez en âge, vous avez un risque de Covid plus élevé, donc en gros, vous êtes un malade potentiel. Et donc, on était encore revenu à cette association et à cette approche purement médicale de l'avancée en âge. Et donc, moi, j'ai eu le sentiment qu'à un moment donné, ça allait encore renforcer finalement la vision déjà très sanitaire du vieillissement. Et ce qui m'a fait peur, c'est qu'on refasse à nouveau un amalgame, parce que évidemment, les générations seniors ne sont pas homogènes. Évidemment, ça touche plutôt les personnes fragiles, mais tous les seniors ne sont pas fragiles. Et le fait que les médias mettent à ce point l'accent sur les personnes en EHPAD, après, il y avait un réel problème, il y avait un réel sujet que je nie absolument pas. Mais en revanche, on sait aussi que les personnes en EHPAD, c'est 4% en gros de la population des plus de 65 ans. Donc en fait, le fait qu'il y ait cet amalgame et de se dire que tous les seniors subissent finalement une forme d'amalgame lié à leur âge en fonction de la crise du Covid, ça m'a un peu inquiétée. D'accord. Oui, effectivement, le risque, c'était de voir tous les seniors comme étant des personnes fragilisées ou malades. Voilà. Et puis, du coup, il y a aussi, il me semble, un point qui est extrêmement important, c'est que un des enjeux actuels, c'est vraiment de lutter contre l'isolement des personnes âgées, parce qu'on a quand même démontré par A plus B, des recherches l'ont démontré énormément. Moi, dans le grand livre de la longévité que j'ai coécrit avec, qui a été dirigé par Nicolas Menet, mais que j'ai coécrit sur la partie mode et beauté, justement, j'ai évoqué ce facteur de longévité qui est l'interaction sociale et le lien avec les autres, et qui du coup est extrêmement important pour bien vieillir, on va dire. Et donc là, en revenant sur cette dimension d'isolement et de lutte contre l'isolement, j'ai trouvé ça un peu compliqué parce que finalement, c'est un peu, à un certain moment, sur la durée, ça peut devenir contre-productif aussi. Et j'ai entendu une émission à la radio qui parlait d'un livre sur la vieillesse de Simone de Beauvoir et j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, j'ai essayé justement d'aller dans… Je trouve qu'il faudrait aller dans ce sens. Et du coup, je trouve que ce qu'elle dit est tout à fait inspirant parce qu'elle dit qu'il faudrait plutôt intégrer les âgés dans un pacte citoyen et de civilisation plutôt que de les limiter à des politiques de vieillesse. Bon, bah voilà, c'est exactement ce que je pense. On l'a fait sur le sujet du handicap puisque la loi de 2005, elle a permis de travailler globalement sur la notion de projet de vie des personnes handicapées. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faudrait faire sur la question de l'âge pour déjà éviter tout un amalgame sur l'ensemble de ces générations qui ne sont pas toutes identiques, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes valeurs, puisqu'on a aussi constaté que ce qui influe sur vos désirs et vos attentes, c'est aussi ce que vous avez vécu quand vous aviez 20 ans. Donc, évidemment, que vous ayez eu 20 ans dans les années 50, 60, 70, ça n'a rien à voir. Rien à voir, ouais. Est-ce que tu crois que le confinement, la crise, etc., en fait, ça a mis l'accent sur les personnes d'ailleurs plus âgées que… C'est ça. Ça a encore mis l'accent sur le grand âge, en fait, oui. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu crois quand même que ça a eu pour effet peut-être de titiller, en fait, les dirigeants des groupes de mode et se dire, voilà, il y a aussi les seniors. Est-ce que tu crois que ça a peut-être aussi… Alors, je ne sais pas si ça les a titillés. En tout cas, ce qui les a beaucoup titillés dans la période, il y a eu plusieurs choses dans le secteur de la mode. Déjà, ce que je voudrais souligner, c'est quand même que le secteur de la mode s'est énormément engagé pendant la crise, notamment sur la production de masques, de surblouses et de gel hydroalcoolique. On a vu, les grands groupes ont lancé la démarche, LVMH et Kering, mais tous les ateliers textiles, les entreprises de mode et du textile réparties sur l'ensemble du territoire dans les régions françaises sont toutes mobilisées. À fin mai, il y avait plus de 1200 entreprises qui étaient mobilisées et la capacité de production était quand même de plus de 6 millions de masques par jour, ce qui est quand même assez conséquent. Et en plus, avec des contraintes assez fortes de production, puisque la DGA et la DGE devaient veiller à ce que les masques en tissu
et certaines soient homologuées en fait. Oui. Et donc il y avait tout un processus qui a été mis en place par le comité de filière stratégique de la mode et du luxe pour accompagner justement ces entreprises de mode qui sont transformées en fabricants de masques, de surblouses ou de gel. En tout cas, là sur les masques, les ont accompagnés en lien avec les administrations pour vérifier que les masques étaient à la fois respirables. Donc, il y avait des tests de respirabilité et des tests il fallait que le tissu ne laisse pas passer des particules inférieures à 3 microns. Ouais, de Donc, en filtration. fait, il y a eu toute une mobilisation sur ce sujet-là. Mais en parallèle, effectivement, il y a eu un impact économique extrêmement fort du Covid, puisque pendant le confinement, c'est une étude de Kantar qui l'a mesuré, 62% des Français n'ont pas dépensé d'argent pour les articles de mode ou de textile. Donc, ce qui est énorme, parce que si on compare par exemple au secteur de la mode et la beauté, il n'y a que, on va dire, entre guillemets, il y a eu aussi une baisse, mais 20% des gens qui n'ont pas consommé du tout. Et sur la mode, c'est 62%. Donc, en termes d'impact économique, c'est extrêmement violent pour le secteur de la mode. Mais du coup, ça a aussi permis de faire travailler, de prendre conscience et de développer d'autres axes. Ce qu'on a vu pendant le confinement, et les seniors ont fait partie de cette démarche-là, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de consommation en ligne. Rien que sur le secteur mode, il y a eu plus 7,2 millions d'acheteurs qui ont consommé en ligne. Ah oui, quand même. Dont 1,3 million étaient des acheteurs qui n'avaient jamais avant acheté en ligne. Donc ça, ce sont aussi les chiffres de la dernière étude de Kantar. Et en fait, dans ces 1,3 million de nouveaux acheteurs, il y a je ne connais pas la proportion, mais une certaine proportion de seniors, parce qu'on a remarqué que c'était souvent des familles avec des jeunes enfants et des seniors qui ont consommé en ligne et qui sont de nouveaux acheteurs en ligne. Donc en fait, ces nouveaux acheteurs on dit qu'ils allaient continuer à le faire. D'accord, donc on peut qu'il y aura peut-être plus de consommation en ligne et moins dans les magasins peut-être plus tard. Voilà. Alors sur les magasins, effectivement, le retour s'est fait de manière assez diverse. C'est-à-dire que comme la mode a quand même très bien communiqué sur… il y avait un facteur qui était extrêmement important pour les consommateurs sur le fait de revenir dans les boutiques, c'était de voir si toutes les consignes d'hygiène avaient été mises en place. Donc ça a été extrêmement bien mis en place sur la désinfection des vêtements, etc., tout le circuit d'essayage, le gel hydroalcoolique à l'entrée, les masques à l'intérieur, etc. Donc en fait, ça a rassuré quand même les gens. Donc les gens, au fur et à mesure, reviennent dans les boutiques. Ce qui a intéressé aussi pendant ce qui a été un point important pendant la crise, c'est que les marques qui, elles, étaient déjà présentes en ligne, évidemment, ont bénéficié, ont pu gagner des parts de marché grâce à leur positionnement en ligne précurseur. D'accord. Donc, et d'autres marques en ont profité pour, pendant le confinement, justement, travailler leur offre en ligne. Donc, et être prêtes à la sortie du confinement et travailler finalement une offre complémentaire aux boutiques. Après, il y a une autre dimension qui s'est développée, c'est que on s'est rendu compte que les acheteurs avaient privilégié les marques françaises et les marques de proximité, et en tout cas, et également les marques qui finalement avaient mis en place des actions solidaires. Donc ça, c'est un élément qui était déjà dans mon étude de l'année dernière sur les attentes des seniors en termes de valeur, mais qui s'est réalisé de manière concrète. Accentué avec la crise. D'accord. Oui, qui s'est réalisé de manière concrète avec la crise. Voilà, exactement. Et donc, on l'a vu, les marques finalement qui ont travaillé leur discours et qui sont cohérentes, parce que ce que cherchent aussi les gens, c'est qu'il y ait une cohérence entre le discours et la réalité. C'est-à-dire que si pendant tout le confinement, vous avez un discours sur des valeurs sociétales et environnementales et que vous arrivez dans la boutique à la fin du confinement et que dans l'offre, c'est plus du tout ce que vous retrouvez, que les produits sont finalement pas made in France, que les matières ne sont pas durables, etc. et que c'est là-dessus que vous avez travaillé votre discours, et les consommateurs vont en repartir. Donc en fait, il y a
il y a ces dimensions qui ont été travaillées. Et donc aujourd'hui, il y a une exigence des consommateurs et également des consommateurs seniors, parce que les seniors, eux, ont une expérience de shopping évidemment plus longue et donc une exigence plus longue aussi par rapport à l'offre qu'on leur propose. D'accord. Tu crois que cette tendance d'acheter local, d'acheter selon des valeurs, etc., ça va durer chez les seniors, même les autres générations, dans les prochains mois? Je pense en tout cas que les marques qui vont se positionner sur ces sujets-là vont avoir effectivement un temps d'avance. Après, en parallèle, on a vu aussi des vidéos sur le fait que tout le monde se soit précipité chez des marques emblématiques de fast fashion, comme à la sortie du confinement. Donc, il peut y avoir aussi parfois des discours un peu contradictoires sur quand on répond à une enquête sur les attentes du consommateur sur ces enquêtes en disant oui, oui, je vais privilégier les marques comme ci et comme ça, Et puis la réalité, telle ou telle valeur, et en fait, dans la réalité, vont quand même se précipiter chez des marques qui n'affichent pas forcément ces valeurs-là ou qui continuent à fabriquer beaucoup en Asie quand même, il faut dire ce qui est. mais on peut Donc, quand même estimer que que ce sera les seniors qui vont rester les plus fidèles à je ce type pense. de comportement par rapport aux valeurs. Oui, tout à fait. Ça, c'est une des caractéristiques du senior. Une fois que les générations seniors ont trouvé une marque qui leur convenait, qui leur plaisait, dans laquelle ils se sentent bien, qui correspond à leurs attentes et à leurs valeurs, et qui finalement leur propose des produits qui sont désirables pour eux et qui les reconnaît, bah, en général, on observe quand même une grande fidélité de la part de ces consommateurs. Oui. D'accord. Comment je pense qu'en fait que ton regard sur la Silver Eco, on va dire sur le monde des seniors en général, parce que Silver Eco c'est quand même très cantonné sur les plus âgés, mais sur les seniors en général, ton regard depuis la mode, je pense, peut intéresser des acteurs qui sont au-delà de la mode et qui Ah, sont complètement, oui. particuliers par rapport à être aimés. Parce que moi, je schématise un peu, mais je vais peut-être schématiser un peu, mais la mode est quand même quelque chose de vouloir aimer et être aimé, être actif dans un groupe, être reconnu par rapport à ce que je porte, Ah, etc. Et quand même être aimé à la base. complètement. La mode, elle permet de travailler, et ça c'était justement le développement de mon chapitre dans le livre de la longévité, c'était développer l'estime de soi parce qu'on se trouve beau finalement, on se trouve agréable, on se dit qu'on est en phase avec soit ses activités, son mode de vie, mais aussi son entourage. Et ça favorise aussi effectivement la relation aux autres parce que finalement, on incarne quelque chose et souvent, si on arrive à trouver une offre mode qui correspond à sa personnalité, ben, on se sent aussi un peu plus sûr de soi et donc on va plus facilement aussi aller vers les autres, faire des activités qui, qui développent des interactions avec les autres. Et voilà, donc du coup, c'est une sorte de cercle vertueux en fait. D'accord. Tout à D'accord. fait. Mais c'est vrai que ça peut être, cette approche-là, elle peut être abordée sur d'autres thématiques et pas uniquement le sujet de la mode et du vêtement. Ça peut être globalement dans l'offre de services seniors. Moi, quand je regarde, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté d'être expert européen aussi pour le programme Maturo Life, qui est un des programmes qui dépend de la plateforme Age, mais qui travaille spécifiquement, mais alors c'est ce que j'ai trouvé vraiment innovant et intéressant, qui fait travailler ensemble des ingénieurs tech et des designers pour que lorsqu'on développe un produit pour les seniors, même si c'est un produit justement, c'est un produit innovant, les seniors aient aussi envie d'y aller parce qu'il est beau. Parce que ce qui avait été quand même constaté, c'est qu'on se disait, voilà, on va se focaliser uniquement sur l'usage, mais finalement, l'esthétique, c'est un peu futile. Voilà, ça, c'est pour les jeunes qui ont envie d'un truc rose ou vert ou bleu, machin, et telle forme. C'est pas vrai. Les seniors, ils sont tout autant attachés à avoir quelque chose de beau. Si vous devez porter euh, un collier ou un bracelet ou une montre qui soit euh, qui fait de la prévention, je dirais, enfin, qui alerte sur le problème des chutes. Donc ça, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans la cyberéconomie. Enfin, c'est extrêmement important de travailler le design.
si vous faites des meubles ou des fauteuils ou je ne sais quoi qui soient destinés aux seniors, mais qui vont avoir des fonctionnalités qui vont les aider par rapport à la question de la fragilité ou de la perte d'autonomie. Mais faisons travailler des designers sur ce mobilier pour que quand on arrive dans l'intérieur senior, on se dise pas, oh là là, ils sont complètement à côté de la plaque et c'est ringard. Ou alors qu'on se dise, oh là, c'est vraiment une maison de personnes âgées. C'est pour ça que j'avais trouvé aussi intéressante tout ce qu'avait fait l'école, la D-School, en lien avec la paire, parce que ça permettait de développer effectivement un meuble adapté aux usages, mais aussi qui est quand même un design travaillé. Et donc, je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faudra aller, dans à la fois l'offre tech, parce que effectivement, le fait que les seniors pendant le confinement aient aussi énormément se soient appropriés encore davantage, parce que moi, j'ai jamais cru complètement à la fracture numérique aussi ciblée par rapport à l'âge. Je pense qu'il y a des gens qui utilisent le numérique, d'autres moins. Mais pendant le confinement, tout le monde l'a beaucoup plus utilisé, Oui, les seniors compris. oui, Et donc, étant donné qu'il y a cette nouvelle appétence pour l'innovation, la tech, etc., je pense qu'effectivement, la Silver Economy a évidemment une carte à jouer sur cette dimension d'innovation. Mais n'oublions pas le design et le beau. d'accord. Bah, merci Catherine. Avec Un dernier plaisir. mot, quelque chose, ou on arrête là, comme tu veux. Bah, moi, en tout cas, déjà, je voulais te remercier pour de m'avoir convié à intervenir aujourd'hui, parce que je trouve que c'est intéressant dans un sommet virtuel sur les questions liées aux seniors au sens large, d'aborder ces différents sujets et d'avoir une vision un peu globale des différents sujets qui les concernent. Évidemment, les gens qui sont intéressés par ma démarche peuvent aller voir mon site, ou s'il y a des questions, on verra ensemble comment y répondre et les traiter en lien avec toi pour qu'il y ait évidemment une suite à cette interview vidéo. Puis de toute façon, les personnes qui veulent te contacter trouveront tes coordonnées à la fin de cette vidéo. Merci D'accord, Catherine. très bien. Catherine Merci beaucoup, Mercadet, Frédéric. je rappelle que tu es consultante en conseil Ouais, stratégie et ton cabinet s'appelle En mode création. Merci beaucoup ouais, Catherine. tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric. Bonne journée.